Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro, espérant que vous allez bien, nous également, on se porte bien. Pour les familles vivant des situations de grande pauvreté, accéder à un revenu stable reste un défi quotidien et même pour le travailleur. Le salaire ne suffit pas, beaucoup mettent déjà en œuvre de nombreux efforts pour survivre. Alors, face à un pouvoir d'achat faible, en République démocratique du Congo, la création, quand même, disons, de revenus complémentaires est de mise. Soit il faudra peut-être se lancer dans des activités à faible capital ou carrément l'économie numérique. Alors, comment diversifier ces revenus ? Quelles sont les stratégies concrètes pour y parvenir? Parce que c'est pas facile qu'on le dise. Comment créer d'autres sources de revenus au-delà du salaire en République démocratique du Congo? Nous avons donc tout le privilège, le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mwenda Kitanika John, qui est directeur général de Premium Food. En tout cas, il faudra le dire, dont l'engagement et la passion ne vous laissera pas indifférente. Monsieur John Mwenda, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour, je suis ravi d'être votre invité et nous allons passer un moment très agréable. En tout cas, vous allez bien? Très bien, très bien. D'accord. Est-ce que le salaire des travailleurs en République démocratique du Congo suffit pour vivre correctement? Entre loyer, faut payer l'énergie, je vois l'eau et le courant pour faire simple, le transport, les prix des denrées alimentaires, les frais scolaires et autres. Et d'ailleurs, certains observateurs parlent du pouvoir d'achat qui est faible. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, pour la question du pouvoir d'achat, d'abord la question même du salaire, je pense que quasi dans le monde entier, lorsque vous discutez, vous parlez avec les citoyens, la plupart vous diront que le salaire ne suffit pas. Même les pays développés. Ah bon? Vous allez en Europe, vous allez voir des personnes qui travaillent là-bas qui vont vous dire que voilà, le salaire qu'ils ont est insuffisant. Donc, je pense que le pouvoir d'achat, effectivement, est un problème. Maintenant, comment pallier à ce problème-là? Quelles sont les solutions que nous pouvons trouver? Il y a quelque chose qui est fondamental. Nous devons nous former. Parce que lorsque vous êtes bien formé, naturellement, vous allez progresser dans votre carrière. Parce que... Vous dites bien formé, c'est-à-dire... Quel que soit le secteur, vous avez aujourd'hui un secteur tel que les métiers, le secteur des métiers, où il y a pénurie. On voit des entreprises qui font venir des carreleurs étrangers pour mettre du carrelage alors qu'il y a un boom immobilier à Kinshasa. Donc, nous devons former nos jeunes, nous devons encourager nos jeunes à la formation technique. Et bien sûr, nous avons besoin d'ingénieurs. Un pays qui évolue, c'est un pays qui a le maximum d'ingénieurs possible. Donc, nous avons besoin de pousser vers la formation. En poussant vers la formation, le pouvoir d'achat va augmenter parce que nous allons être plus productifs. Le pouvoir d'achat est lié à la productivité. Si quelqu'un ne produit pas assez, il est difficile que son salaire augmente. Si le salaire doit augmenter, ça veut dire que la productivité individuelle de la personne doit aussi augmenter. Donc, si je vous comprends bien, en dehors du salaire, nous devons chacun doit absolument avoir un secteur dans lequel il évolue de façon peut-être informelle. Bon, ou il ne faut pas encourager l'informel. Ce que je mets en avant, c'est la productivité. Vous voyez, par exemple, un agriculteur aujourd'hui, en moyenne, quand il vous produit par jour, il vous produit autour de 2 à 3 dollars par jour. Donc, ce monsieur qui vous produit 2 à 3 dollars par jour, ouais, il est difficile que cette personne ait un salaire supérieur à 2 ou 3 dollars par jour. Donc, si nous voulons que son salaire augmente, il faut que sa productivité augmente. Si ce monsieur par jour vous produit 50 dollars par jour, naturellement, son patron peut le rémunérer de manière plus adéquate avec 20 ou ainsi de suite. Donc, tout est lié à la productivité. S'il n'y a pas de productivité, le pouvoir d'achat va augmenter très difficilement. Un autre problème que nous connaissons dans notre pays, c'est que nous importons tout ce que nous consommons. Et ça aussi, ça affecte le pouvoir d'achat. Parce qu'imaginez, vous importez des oignons, vous importez de l'ail, vous importez des haricots. Ça veut dire que ces produits qui ont été produits ailleurs vont subir le transport, vont subir différentes taxes à l'entrée dans le pays. Et bien sûr, tout ça va affecter le pouvoir d'achat. Un autre combat, c'est encourager la production locale. Plus nous allons produire localement, plus vivre au Congo coûtera moins cher.
produire localement. Et c'est critique que nous y arrivions. Le pouvoir d'achat, on est allé très loin. Ça veut dire quoi d'abord? Il y a ceux qui ne le savent pas, hein, quand on parle du pouvoir d'achat. Bon, le pouvoir d'achat, le mot est assez clair. Donc, c'est le pouvoir que la personne a pour acheter des biens. Vous avez aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, vous gagnez, admettons, $500. Ce $500 vous permet d'acheter X nombre de biens. Ailleurs, avec les mêmes $500, si la production est locale, vous pouvez acheter 20% de biens supplémentaires par rapport à chez nous. Donc, c'est pour ça que si nous produisons tout ce que nous consommons localement, naturellement, avec le même salaire, la personne aura plus de revenus. La personne pourra acheter beaucoup plus de biens avec le même salaire. Aussi, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que l'année 2025, on a vu pour la première fois notre monnaie, le franc congolais, qui s'est apprécié de près de 30%. En début d'année, le taux était autour de 2900. On a clôturé l'année 2025 autour de 2200 francs. C'est un pouvoir d'achat que, grâce aux efforts du gouvernement, que tous les Congolais ont pu gagner plus en réalité. Tous ceux qui sont payés en monnaie locale gagnent beaucoup plus depuis 2025, grâce aux efforts du gouvernement. Voilà, c'était un détail très important pour ceux qui sont en train de nous regarder à l'instant. Une baisse de la perception du pouvoir d'achat de la population de la République démocratique du Congo a été observée entre 2022 et 2026, selon les résultats de l'étude de Target SARL. Quelle est votre analyse à ce sujet? Bon, justement, je ne peux pas le dire, est-ce qu'ils ont totalement raison ou Justement, pourquoi est-ce que nous sommes affectés depuis 2022? N'oubliez pas qu'en 2022, la guerre en Ukraine a démarré. Donc, il y a eu l'invasion de l'Ukraine, le coût du carburant a augmenté, les matières premières, les céréales, les prix ont explosé. Malheureusement, en 2026, cette année-ci, nous avons encore la guerre au détroit d'Ormuz qui pousse aussi les prix vers le haut. D'où la production locale est la seule solution pour notre économie. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Ukraine, nous subissons les prix des céréales qui augmentent parce qu'il y a la guerre de l'autre côté du monde, nous le subissons. Maintenant, il y a la guerre au détroit d'Ormuz, nous le subissons. Nous voyons déjà le prix du carburant qui a augmenté. Et naturellement, malheureusement, on constate aussi que tous les produits de première nécessité, les prix sont en train d'exploser sur le plan international. Donc tout ça va faire que nous allons importer des produits qui vont coûter beaucoup plus cher. D'où l'importance de pousser à tout prix la production locale. Production locale, production locale, production locale. C'est la seule solution. Oui, production locale. Il faudra peut-être des politiques publiques mises en place pour que les jeunes, déjà en RDC, nous avons la population qui est majorité jeune, qui ait des bonnes politiques pour aider tous ces jeunes d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Il faut une politique axée vers la production locale, vers la transformation. Si je prends la loi des finances de 2026, il y a déjà un pas en avant qui a été fait. La TVA sur les produits agricoles, produits localement, est de 1%. Ce qui permet en réalité d'encourager la production locale. C'est-à-dire que celui qui a son champ de Matembele, pour faire simple, s'il veut vendre, donc c'est-à-dire que si cette personne... Ça quitte le Congo central pour Kinshasa, par exemple? Voilà, quelqu'un qui est dans le secteur formel, parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que beaucoup travaillaient dans l'informel, donc ils ne déclarent pas ce qu'ils font. Or, aujourd'hui, pourquoi ils le font souvent? C'est parce qu'ils essaient de fuir certaines taxes qu'ils estiment pas spécialement justifiées. Avant, la TVA était à 16%. C'est-à-dire, lorsque vous produisez, par exemple, des tomates au Congo central, vous voulez les vendre à $100, vous deviez mettre 16%, donc $16 comme TVA. Aujourd'hui, l'État a facilité. Depuis le mois de janvier, si vous produisez de la tomate, vous devez vendre à $100, vous n'allez pas rajouter $16 comme TVA, mais vous allez rajouter $1 comme TVA. C'est-à-dire que sur $100, vous n'allez verser à l'État que $1, ce qui est gérable. Donc effectivement, il faut encourager une mesure comme celle-là, qui, avec une TVA à taux réduit pour la production locale. C'est de cette manière que nous allons encourager et avoir de plus en plus de production locale. Oui, là c'est aussi un autre sujet. Peut-être il restera au gouvernement ou à l'État congolais de pouvoir médiatiser cette loi de finances de 2026 pour que chacun de nous, de là où il est, qu'il sache qu'aujourd'hui la TVA pour les produits locaux est de 1% plutôt que de 16%. Voilà. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il faut encourager, vous l'avez dit quelque part, l'État doit avoir une politique qui va pousser à la production locale et à la formalisation. Les Congolais, la plupart évoluent dans des secteurs qu'on qualifie d'informels. C'est des personnes qui travaillent un peu comme s'ils sont cachés.
ils ne déclarent pas, ils essayent de fuir l'État. Or, lorsque vous travaillez avec cette politique-là, vous ne pouvez pas évoluer parce que vous n'avez pas accès au crédit. Parce que vous n'avez aucun document comptable. Quand vous allez aller dans une banque en disant, voilà, moi, Madame Flore, j'aimerais prendre un crédit pour booster mon champ, agrandir les hectares. Mais la banque va vous dire, voilà, montrez-moi vos états financiers, montrez-moi vos chiffres d'affaires, ainsi de suite. Or, vous n'avez aucun document. Du coup, vous êtes complètement pénalisé. Il faut encourager à la formalisation. Maintenant, pour encourager à la formalisation, l'État doit avoir une politique assez attractive. Encourager ceux qui sont dans l'informel, qui ne payent quasi rien aujourd'hui, il faut leur demander de venir, mais il faut que ça soit attractif pour eux. Il faut réduire certaines taxes telles que ça a été fait sur la TVA, mais il y a plusieurs autres taxes qui existent. Il y a besoin de nettoyer ce secteur-là, parce qu'à la fin, les taxes, c'est bien, mais la création d'emplois, c'est mieux. La création d'emplois est plus importante pour nous parce que nous donnons du travail, nous donnons des perspectives à nos jeunes. Et lorsque ces jeunes ont des perspectives, c'est des jeunes qui contribuent positivement à l'État. Et puis, c'est des jeunes qui vivent leur vie d'adultes et qui deviennent des bons citoyens. D'accord. Quelles sont les stratégies concrètes qu'il faudra mettre en place pour créer d'autres sources de revenus au-delà de son salaire? Bon. Des stratégies, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que je me mets dans ma tête que quelqu'un qui est peut-être, un exemple, qui est fonctionnaire, il est habitué le matin, il va à la fonction publique et il revient peut-être 14h, 15h, tout dépend s'il a eu son transport avant ou quoi. Et il est habitué à ce rythme-là. Quelle stratégie il aura à inventer pour se créer d'autres sources de revenus? Bon, déjà, je pense qu'aujourd'hui, avec le monde actuel, il ne faut pas que vous vous retrouviez dans une situation où il n'y a qu'une personne qui travaille dans le ménage. Déjà, maman, papa, les deux doivent travailler. Donc, on est dans un environnement, le monde actuel, le monde moderne, à travers, que ce soit au Congo ou ailleurs, on ne peut plus se permettre de dire, voilà, moi, ma femme, je ne veux pas qu'elle travaille, je veux qu'elle reste à la maison. Ça dépend. C'est complètement archaïque. Ça dépend de certains couples. Aujourd'hui, nous avons justement besoin des deux bras. Donc, vous avez d'un côté le monsieur qui est peut-être fonctionnaire. N'oubliez pas que lorsque vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas autorisé à avoir un autre emploi. Donc, le fonctionnaire est obligé de rester dans sa fonction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, c'est une question d'augmenter sa productivité. S'il augmente sa productivité, s'il se forme, il va évoluer dans sa carrière, il va passer de tel échelon à tel autre, et en évoluant, même dans la fonction publique, sa rémunération va changer. Donc, les deux membres de la famille doivent soutenir la famille, tout le monde doit travailler, et puis continuer à se former. En se formant, nous allons acquérir des compétences qui vont nous permettre d'avoir des meilleurs emplois et de mieux gagner notre vie. Parlons des formations. Lorsque vous parlez des formations, c'est du genre, informatique ou, par exemple, l'entrepreneuriat. Il y a une vraie opportunité, c'est dans l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un pays où tout est à faire. Nous avons dit tout à l'heure, tout ce que nous consommons aujourd'hui est quasi importé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses il y a énormément de domaines dans lesquels vous pouvez investir et vous pouvez vous en sortir. Il est nécessaire d'être bien structuré. Ce qui blesse, là où le bas blesse par moment, c'est le manque de structure. Quelqu'un se lance dans une activité, mais il ne tient aucune comptabilité, il n'a aucun journal de compte. Vous lui demandez quel est votre chiffre d'affaires, il ne sait pas vous le dire parce qu'il ne tient pas une comptabilité. Vous lui demandez quelle est votre marge, il ne sait pas vous la calculer parce que lui, il achète et vend, mais ne fait pas tous ces calculs-là pour intégrer tous ses coûts. Donc, il y a un besoin réel de formation. Entreprendre, c'est l'avenir de notre pays. D'abord, nous avons la force de notre pays, la première force du pays, ce ne sont pas les mines. La première force de notre pays, ce sont les Congolais. Nous sommes plus de 100 millions et nous avons une jeunesse qui est là, qui est active, qui est dynamique, qui est forte. Il faut maintenant la former. Alors, cette jeunesse, c'est vrai qu'elle est dynamique et on est plus habitué à évoluer dans l'informel. Et s'il faudra amener ces jeunes à... C'est vrai qu'il y a certains qui travaillent, pour les travailleurs, par exemple, leur salaire et tout, qui n'arrivent pas, au fait, à nouer les deux bouts du mois. Même si madame travaillait, par exemple, si ça n'arrive toujours pas, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, déjà, lorsqu'on parle, d'abord, il faut vulgariser et il faut encourager toute notre population à se formaliser. Une fois ils rentrent dans le secteur formel, aujourd'hui, l'État fait quand même des efforts. On voit une structure telle que le FOGEC. J'allais arriver là, on a créé FOGEC, voilà, qui est là pour justement... Il y a quoi encore voilà. Il y a d'autres structures qui existent aussi. ANADEC, voilà. ANADEC pour la formation. Donc, tout ça, ce sont des structures qui sont là pour accompagner les Congolais à acquérir des nouvelles compétences et aussi avoir des facilités de crédit et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut être dans le formel. C'est pour ça qu'il y a besoin de vulgarisation. Il y a un besoin aussi de révision de toutes les taxes pour éviter ce qu'on peut qualifier de tracasserie par moment. Oui. Quand il y a trop de secteurs, quand il y a trop de services différents, vous imaginez, vous avez une petite PME, vous évoluez à Bandal, vous avez 3 travailleurs et puis vous retrouvez avec des contrôles de ministère de la Culture, ministère du tourisme, ministère de sport et loisirs, ministère de l'environnement. Il y a trop de contrôle à ce niveau-là pour des petites structures et ça devient de la tracasserie. Mais bon, c'est là où on dit trop d'impôts tue... Trop d'impôts tue l'impôt. Il faut simplifier. L'État doit avoir une structure simplifiée avec un seul interlocuteur qui va aller vers ces structures-là, éviter que cette structure se retrouve à devoir échanger avec 30 structures différentes de l'État. C'est trop. N'oubliez pas que lorsque vous êtes entrepreneur, généralement, vous avez 1 ou 2 travailleurs. Des fois, vous êtes même seul à travailler. Et lorsque vous avez maintenant ces services de l'État, tous les jours, différents services qui viennent pour vous demander les comptes, en réalité, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez même plus le temps de vous consacrer à votre activité. Donc, il y a un besoin de faire une forme de guichet unique, une entité unique qui, elle, va s'occuper justement de toutes ces petites PME et qui va justement simplifier. Quelle que soit la correspondance, quelle que soit l'obligation. Il est important, l'impôt est une obligation et c'est quelque chose qu'il faut encourager, mais on n'a pas besoin d'avoir 15 percepteurs d'impôts. Vous pouvez en avoir un qui perçoit et quand il perçoit, lui va dispatcher dans les différents services. Mais il est important que l'entrepreneur congolais se retrouve face à une seule personne avec laquelle il va discuter. Parce que nous parlons de comment créer des revenus pour subvenir au-delà de son salaire. Ceux qui sont en train de vous regarder à l'instant, ils se disent, mais bon, monsieur est en train de nous parler de ce qu'il dit là, mais est-ce que je veux y arriver? Il faut seulement avoir fait certaines études? Non, il ne faut pas. D'abord, la formation, elle est continue. Aujourd'hui, l'information, elle est publique. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous voulez apprendre comment on fait l'élevage des poules, vous pouvez l'apprendre sur YouTube aujourd'hui, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, tout est public. Aujourd'hui, quel que soit le secteur dans lequel vous voulez investir, si vous voulez vous renseigner, vous avez l'intelligence artificielle qui est là. Vous pouvez poser des questions à l'intelligence artificielle, elle va vous guider. Donc la formation, c'est la clé. Et il n'est jamais trop tard pour se former. Surtout pas dire, voilà, la personne a Boukabik Kala, alors lui c'est fini. Non, quel que soit son niveau d'études, il peut se former. Il peut se former et puis bien sûr, il faut travailler, il faut mouiller le maillot. Il faut être là, actif sur le terrain et travailler et les gens évoluent. Donc, généralement, lorsque vous observez notre environnement, ceux qui travaillent avancent. Que ça soit dans le privé, que ça soit dans le public, que ça soit dans l'agriculture, mais il faut se structurer. Il faut se structurer et ne surtout pas fuir l'État en étant dans l'informel. Quand vous restez dans l'informel, vous vous condamnez à ne jamais évoluer. Vous allez faire du surplace toute votre vie. Vous allez être là à recommencer. Ça sera un éternel recommencement. Or, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'être accompagné par des banques et il faut à tout prix se formaliser. Donc, on revient toujours sur ce qu'on venait à peine de dire que la grande responsabilité revient d'abord aux bonnes politiques publiques mises en place par le gouvernement congolais ou l'État congolais pour accompagner cette jeunesse. Sinon, chacun va continuer à évoluer dans l'informel. Nous avons des cireurs aujourd'hui. Et ils sont le long des grandes artères, par exemple. Est-ce que ces jeunes-là payent des taxes? Non. C'est déjà un manque à gagner pour l'État. C'est vrai qu'on a tendance à renvoyer systématiquement la balle vers l'État en disant la responsabilité, c'est l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est nous tous, en fait. Nous sommes tous membres de notre pays. Et en réalité, nous sommes tous des composantes de notre État. Donc, c'est ça aussi quelque chose qui est important. On a souvent cette tendance à dire non, que les autorités fassent, que les autorités fassent. Mais nous sommes dans le même bateau.
Et nous tous, que ce soit vous qui êtes journaliste, moi qui suis dirigeant d'une entreprise, le fonctionnaire, chacun a une part de responsabilité. Que l'État me mette dans de bonnes conditions pour que je puisse produire. Bien sûr, l'État peut vous mettre, mais vous devez faire votre part. C'est à nous de pousser dans la bonne direction. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous tous. Parce qu'il y a des jeunes comme des sireurs. Peut-être qu'ils ne savent même pas que le FOGEC existe, la MADEC existe. Non, il faut la sensibilisation. C'est pour ça qu'il est important de les sensibiliser. Il est important justement de les approcher, de leur dire, voilà, regardez, aujourd'hui tu es sireur, mais dans 10 ans tu feras encore la même chose. Nous, on peut vous accompagner à travers telle structure, on va vous encadrer, on va vous aider. Peut-être au lieu d'être un cireur qui se balade, avoir une petite structure où, en plus d'être cireur, la personne peut suivre une formation de cordonnier, par exemple. Et vous voyez, donc il y a énormément de choses à faire. Et bien sûr, il y a l'État qui doit faire, mais il y a tous ceux qui sont dans l'État, parce que l'État, ce n'est pas une entité seule. Ce sont des hommes qui sont dans l'État. Et ceux-là doivent pousser dans la bonne direction. Quelle a été votre expérience dans ce domaine d'agro-industriel, c'est ça? Bon, déjà, notre entreprise, elle est en RDC depuis bientôt 50 ans, depuis 1979. Malgré toutes les turpitudes, l'entreprise est là. Personnellement, je suis dans cette entreprise depuis 2004, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. On a un exemple pour beaucoup de jeunes qui vous regardent. Bon, écoutez, il faut travailler, on a évolué. Je n'ai pas commencé comme directeur général, j'ai commencé comme délégué commercial, je suis passé directeur commercial, je suis passé directeur général adjoint, et puis je suis bien sûr maintenant directeur général. Il y a tout un parcours, il faut travailler, et lorsque quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes et quel que soit votre poste, vous devez agir comme si c'est votre propre société. Donc chaque décision que vous devez prendre comme s'il s'agit de votre propre société et c'est votre argent. Et lorsque vous avez cette politique-là, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, vous allez aller dans la bonne direction. Et c'est important d'encourager nos jeunes aussi à avoir ces valeurs-là. C'est le travail. On n'y arrive pas par des connaissances ou quoi que ce soit. On y arrive par une seule chose, le travail. C'est important. D'accord, parce que la République démocratique du Congo a célébré il y a quelques jours son indépendance. Ça nous fera 66 ans, Monsieur John Mwinda. Quel regard vous portez sur votre pays, la RDC, 66 ans après? Bon, écoutez, le pays est très jeune. N'oubliez pas que la RDC a été confiée à un État, donc à la Belgique, seulement en 1908. Jusqu'en 1908, la RDC n'appartenait pas même à un État. Donc notre pays est très jeune. C'est vrai qu'on a eu l'indépendance. Je pense que nous n'étions pas très prêts. Nous n'avions pas les cadres qu'il fallait pour aller de l'avant. Mais on est dans l'apprentissage. Il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, mais c'est normal. Maintenant, 66 ans plus tard, disons un jeune qui a 20 ans, c'est quasi la 3e génération après l'indépendance. Donc aujourd'hui, l'avenir nous appartient. C'est ça qu'il faut comprendre. L'avenir est nôtre, au fait. L'avenir appartient aux Congolais. Nous le voyons déjà avec cette population jeune qui est là. Aujourd'hui, qui peut représenter un défi parce qu'on se dit, tiens, il y a des Koulouna et ainsi de suite. Mais on a vu avec ce qui se passe, par exemple, avec le service national, des jeunes Koulouna qui sont transformés en bâtisseurs. Vous comprenez donc, il nous appartient maintenant de structurer, de donner les bonnes valeurs et nous allons avancer. Donc, 66 ans plus tard, il y a eu beaucoup de challenges, mais l'avenir l'avenir nous appartient. Voilà, c'est à nous de travailler et de saisir cela. Parce que le pays est là avec toutes les richesses que nous connaissons, mais sa première richesse, je l'insiste, ce sont les hommes, ce sont les Congolais. Beaucoup de pays sont dans une situation où la population vieillit. Nous sommes dans un pays où la population est extrêmement jeune. La population est jeune, il y a toutes les nouvelles technologies, nous devons investir dans ce secteur-là, nous devons aller vers l'intelligence artificielle, nous devons augmenter notre productivité et ça va être le paradis ici. L'avenir nous appartient. Voilà. Et on vous pose la question de savoir, Monsieur John Mwinda, ça nous fera 66 ans depuis notre accession à l'indépendance, mais pourquoi la RDC ne se développe-t-elle pas? C'est la grande question. Comme je dis, il y a eu beaucoup de challenges, il y a eu plusieurs guerres dès le début, juste après l'indépendance, il y a eu les guerres des sécessions, ça n'a pas été de tout repos. Beaucoup pensaient même que le pays allait se diviser, mais 66 ans plus tard, le pays est plus uni que jamais.
Et ça, c'est la première victoire de notre pays. 66 ans plus tard, le pays est plus uni que jamais. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Donc l'État congolais est là. Maintenant, il nous appartient. On a une population jeune. On a le boom minier avec les perspectives dans le secteur qui sont ce qu'elles sont, les prix qui sont extrêmement hauts, qui vont rester hauts pendant très longtemps. Nous avons des terres arables, nous avons les hommes surtout, nous avons les Congolais qui sont là. Maintenant, ce qui nous fait défaut, c'est la formation. Poussons la formation, que ça soit technique, que ça soit les ingénieurs. Donc, nous devons à tout prix pousser vers la formation. Et aujourd'hui, cette formation, vous n'avez pas besoin de voyager. Ce n'est plus comme à l'époque où, pour apprendre, il faut que l'enfant parte en Belgique. Aujourd'hui, vous voulez apprendre, vous pouvez même vous inscrire à une université en ligne. Vous pouvez étudier dans une université aux États-Unis en étant à Kinshasa, à travers Internet. Donc, tout ça est disponible aujourd'hui et c'est important qu'on aille vers ce secteur-là. Voilà, la République démocratique du Congo célèbre ses 66 ans d'anniversaire d'indépendance. Pour certains observateurs, comme j'ai lu un professeur qui a dit que selon lui, que l'indépendance était plus politique qu'économique. Bon, moi personnellement, à la fin, nous avons eu l'indépendance. Oui. Et donc même la politique économique, elle était entre nos mains. Nous avons peut-être fait des choix qui n'étaient pas adéquats avec, par exemple, la zaïrianisation, qui nous ont conduits là où malheureusement nous sommes. Mais comme je dis, nous sommes un jeune pays. C'est normal qu'un jeune pays fasse ce type d'erreur. Maintenant, nous avons fait ces erreurs, mais aujourd'hui, les perspectives sont au vert. Lorsque nous regardons le monde tel qu'il est, nous avons tout pour aller de l'avant. Donc avançons seulement. Avançons, allons dans la bonne direction et que chacun, arrêtons de dire que l'État doit faire. Chacun de nous doit agir dans l'intérêt, doit gérer ce qu'il gère dans ses responsabilités. Il doit gérer cela comme s'il s'agit de son activité et de son bien propre. Nous avons tendance à considérer la chose publique comme un bien sans maître, ce qui n'est pas bon. Alors on ne respecte pas la chose publique. Or, la chose publique est un bien commun. On doit être plus dur avec quelqu'un qui maltraite la chose publique qu'avec quelqu'un qui maltraite sa chose propre. Parce que votre chose propre, vous avez votre véhicule, vous décidez d'aller dans un mur, libre à vous. Mais lorsque vous avez un véhicule de l'État qui ne vous appartient pas, qui appartient à la communauté, vous devez le respecter. Et c'est cela que nous n'avons pas assez, nous devons justement inculquer cela. Respect de la chose publique. La chose publique, c'est notre bien, parce que nous sommes tous... Nous avons une part de cette chose publique-là. Donc, il est important de la préserver. Et l'avenir est là pour nous. Nous avons une population qui est là, nous avons un grand pays, nous avons justement ce besoin d'industrialisation. Donc, c'est-à-dire que demain, il y aura des industries. Ce qui se passe avec la zone économique spéciale, c'est très bien. Il y a des industries qui sont en train de s'installer. Donc, tout ça, dans le long terme, on va voir les effets. Voilà. Selon vous, quel serait le modèle économique potable pour que l'RDC aille de l'avant? Écoutez, nous sommes dans le libre marché et c'est important de rester... Le modèle... Si je dois prendre un exemple, je prendrais les États-Unis, la première puissance mondiale. Parce que c'est un pays qui accepte tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez quitter, aller investir aux États-Unis. On va vous accueillir, on va vous donner des facilités. Parce qu'à la fin, les États-Unis ou les Américains comprennent que chaque fois qu'une entreprise s'installe, ce sont des créations d'emplois, c'est quelques taxes qui vont être payées et cela va profiter à la communauté. Donc, il est important de s'inspirer des pays tels que ceux-là. Les États-Unis, c'est un pays d'ailleurs qui a grandi grâce à l'immigration et c'est important. Et notre pays a cette vocation-là. Le pays est vaste. Nous devons accueillir les autres comme nous l'avons toujours fait. Et nous avons des communautés sénégalaises qui sont là, vers Kato, nous avons des Nigérians qui sont là. Et c'est de ce mélange-là que le pays va exploser. Et c'est important d'accueillir tout le monde et de continuer, bien sûr, avec une politique assez souple pour qu'il n'y ait pas trop de complications administratives, moins d'administration, laisser les travailleurs ou ceux qui veulent investir le faire avec un encadrement minimum, mais s'assurer aussi qu'ils payent leurs impôts, mais il faut élargir ce qu'on appelle élargir l'assiette. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui payent l'impôt. Il faut qu'on se retrouve avec 50, 100, 200 entreprises supplémentaires ou des milliers d'entreprises qui vont payer ces impôts-là et notre pays va aller dans la bonne direction. Voilà, nous sommes déjà en train d'atterrir, en train de terminer pratiquement ce programme. Merci surtout à vous qui ne cessez de nous regarder. Monsieur John Mwenda, je rappelle que vous êtes directeur général de Premium Food. Alors,
En conclusion, qu'est-ce que les travailleurs congolais peuvent retenir sur comment créer des revenus au-delà de son salaire? Oui, donc moi, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que créer des revenus, ça ne se fait pas en un jour. Il y a toute une préparation. Et cette préparation passe justement par de la formation. J'insiste encore là-dessus, vous devez être excellent dans ce que vous faites. Lorsque vous êtes excellent dans ce que vous faites, vous allez augmenter votre productivité. Et lorsque vous augmentez la productivité, vous allez gagner plus. C'est automatique. Nous devons encourager nos jeunes à se former, quel que soit le secteur. Une chose aussi, il n'y a pas de saut métier. Il ne faut pas que nos jeunes disent, voilà, moi je veux seulement être en costume, je veux être dans un bureau. Les métiers sont là, nous avons besoin de carreleurs, nous avons besoin de plombiers, nous avons besoin d'électriciens, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de tous les corps de métier. Quel que soit le corps dans lequel vous évoluez, vous avez votre avenir. Si vous êtes compétent et vous travaillez correctement, vous allez évoluer. Et ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat. Le pays est là, entreprenons. Et personne ne nous bloque. Nous sommes Congolais. Nous pouvons demain, pouvez-vous décider d'aller au plateau de Batéké, planter du manioc, vous allez le faire. Demain, pouvez-vous décider de vous installer ailleurs et de transformer du poisson, vous allez le faire. Donc, n'ayons pas peur d'entreprendre, mais pour cela, il faut se former. Il y a un minimum de formation à avoir. C'est très important. Voilà, Monsieur John Mwenda, nous sommes en train d'arriver petit à petit à la fin de cet entretien. Quand même, un petit mot sur la situation de nos léopards, quand même. Ah oui. Ce sont des jeunes. Je pense qu'avec ce qu'ils font, c'est une façon d'encourager aussi ceux qui viendront après eux pour aller de l'avant. Écoutez, c'est la fierté de notre pays. Les léopards sont à l'image de ce que le Congo va devenir. Vous voyez, c'est une équipe jeune. Ce sont tous des jeunes, oui. Des jeunes qui sont venus du monde entier. Mais tous sont congolais, fiers de porter le maillot. Et c'est dans cette diversité que nous avons pu avoir cette équipe aussi forte. Et ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils réalisent dans cette équipe est simplement fantastique. Après autant d'années. Après autant d'années, 52 ans plus tard, mais comment ils y sont arrivés? La formation, l'investissement, le travail, la discipline, ce sont ces valeurs-là. Si nous répliquons les mêmes valeurs dans tout ce que nous faisons tous les jours, notre pays sera bien plus évolué que des pays tels que les pays même du Moyen-Orient. Oui, c'est aussi un modèle pour la jeunesse, le sport. Oui, le sport, oui, mais il n'y a pas que le sport. Déjà, à partir de l'école, on sait voir que le déjà. sport. C'est important, le sport, c'est très important, mais ce sont ces valeurs du sport qui sont importantes. Ce n'est pas nécessairement le sport en tant que tel, mais ce sont les valeurs. La persévérance, le travail, la discipline, la formation, la diversité, la rigueur. Vous sentez que c'est une équipe qui est rigoureuse, qui est gérée correctement. Et si nous prenons ce modèle, cette gestion des léopards, nous la répliquons dans tout ce que nous faisons, notre pays va aller très 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 loin. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes un pays d'avenir. Vous regardez les léopards, c'est le Congo de demain. Donc les léopards nous ont montré le chemin, ils font leur part, à nous maintenant, quel que soit notre secteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrêtons de penser que le pays n'avancera que grâce à une personne ou grâce à un groupe de personnes. Nous tous, nous avons notre partition à faire. Si chacun de nous fait ce qu'il est censé faire, il le fait correctement, il le fait comme s'il le faisait pour lui, notre pays va aller dans la bonne direction. Donc, que vive la RDC et que vivent nos jeunes léopards qui sont à l'image de ce que nous allons devenir et du Congo de demain pour tous nos jeunes. D'accord, merci beaucoup, Monsieur John Mwenda. Kita Nika, vous êtes directeur général de Premium Food. Je pense que prochainement, on pourra encore organiser une émission pour parler un peu plus en profondeur sur les formations et aussi la productivité locale. Alors, nous vous disons en tout cas sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation sur la RTNC pour parler de ce sujet qui est très important et qui d'ailleurs pour beaucoup de travailleurs, c'est vraiment l'équation. Comment nouer les deux bouts du monde sans qu'il y ait un revenu d'après. Merci beaucoup et puis que vive la RTNC, notre chaîne que j'ai connue à l'époque à Lubumbashi et puis je suis ravi de voir une journaliste de la RTNC. Merci beaucoup et puis que vive la RDC. En tout cas, surtout que c'est l'indépendance, 66 ans après. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Merci. Merci beaucoup, merci encore une fois. Voilà. Un grand merci. Et aussi à vous, téléspectateurs, en même temps auditeurs de la RTNC. On vous retrouve très prochainement pour un autre numéro, bien sûr avec le même plaisir et d'autres aventures avec un autre sujet, bien évidemment. Au revoir.